Bonjour, je suis le Flo sans nom et vous regardez la deuxième partie du décortiquage du cinéma de Darren Aronofsky. Et du coup, c'est mieux d'avoir vu la première partie. Jean-Eudes, on en était où? Allons-y. Ces deux films sont absolument indissociables pour moi, et ce pour deux raisons assez simples. Premièrement, ils ont tous les deux été une très belle surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et pour tout dire, j'avais pas vraiment envie de les voir en fait. J'ai fait la même erreur que pour Rush de Ron Howard, que je ne voulais pas voir à la base parce que je pensais que c'était un film qui parlait de Formule 1. Et pour ce que j'en ai à carrer de la Formule 1... Ce qui est très con, puisqu'en fait c'est un film qui parle des pilotes de Formule 1 dans les années 70. Prêt à tout au volant d'énormes réservoirs d'essence montés sur roues et lancés à 350 km/h. Oui, c'est très bien, Jean-Eudes, mais tout le monde s'en fout. Non, moi je voulais utiliser cet exemple pour dire qu'on s'en fout du contexte dans lequel s'inscrit le film, du moment que le sujet est bien traité. La deuxième raison qui les rend indissociables, c'est leur réalisation, qui, sans être totalement similaire, présente d'un film à l'autre des parallèles certains. Enfin bref, ces deux longs métrages représentent aussi une évolution forte dans le cinéma d'Aronofsky, et qui peut selon moi être rapportée à un concept assez simple, l'extimité. Commençons donc par expliquer ce qu'est l'extimité. L'extimité est, par opposition à l'intimité, le désir de rendre visibles certains aspects de soi jusque-là considérés comme relevant de l'intimité. L'extimité doit aussi être distinguée de l'exhibitionnisme qui est pathologique et s'inscrit dans un rituel morbide. Ou morbide. Mais on va y revenir à ça. Le mot extime peut aussi être utilisé pour traduire le mot anglais uncanny, mot utilisé pour décrire le concept de la vallée dérangeante, une théorie qui dit qu'à partir d'un certain point de ressemblance avec le vivant, le moindre défaut d'un être synthétique nous paraîtrait absolument monstrueux. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ou pas d'ailleurs. Wow, les robots dans le cinéma? Non, j'ai pas envie de faire une vidéo de 8 heures, Jean-Eudes. J'ai pas envie. Mais je suis pas obligé. Enfin bref, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais enfin pouvoir vous parler des films. Et on commence de manière tout à fait logique par The Wrestler. Un nom très chiant à dire quand on est français. The Wrestler, donc sorti en février 2009. Et d'ailleurs, petite anecdote, d'après Mickey Rourke... C'est pour moi que tu dis ça? D'après Mickey Rourke, donc, Aronofsky s'est pointé et lui a dit « Tu es un grand acteur qui a bousillé son carrière et que plus personne ne veut l'engager. Tu feras tout ce que je vais te dire, tu ne me manqueras pas de respect et tu ne sortiras pas dans le night. » Bon, il l'a peut-être pas dit comme ça, mais... moi, ça me fait marrer. Ce à quoi Mickey Rourke répondra plus tard à la presse. J'ai pensé qu'il devait avoir beaucoup de talent pour oser me parler ainsi. Mon personnage est un laissé-pour-compte. C'est un rêveur qui vit comme une merde. Il vit dans la honte et j'ai fait le parallèle avec ma propre vie il y a 15 ans où les choses n'ont pas très bien marché. Darren Aronofsky m'offre une vraie seconde chance. Et je vais leur montrer à ces enfoirés que je suis pas fini. Et je vous le dis, je vais décrocher un Oscar. Alors, il a certes pas décroché l'Oscar, mais quand même un Golden Globe, un BAFTA Award, un prix du meilleur acteur pour l'Independent Spirit Award. Le film, quant à lui, gagnera le Lion d'Or à Venise en 2008. Et c'est pour citer que ces prix-là, le film et les acteurs en ont eu plein. Et c'est autant un retour pour Rourke que pour Aronofsky, vu comment The Fountain s'était cassé la gueule. Bah ouais, ça doit pas être évident de toquer chez les producteurs quand ton dernier film a à peine rapporté la moitié de son budget. Enfin bon, avec un budget de seulement 7 millions de dollars, il est pur tout, passe à un style documentariste, quasi sans musique extra-diégétique. Ou presque. As luck would have it, I'd met Slash a few months before we recorded. I'd heard that he was interested in doing some different things and, you know. Et pour renforcer le côté documentaire du métrage, Aronofsky a fait appel à Maryse Alberti, directrice photo, qui pour ce film remplacera notre cher Libatique. Oh no, that was bad. I look so confused. This is nothing like documentary filmmaking. Absolutely nothing. Well, this is life, right? This is our life. No, this is not life. This is constructed life. Et selon moi, c'est vraiment le film du renouveau pour Aronofsky. Après le four total de The Fountain, il est obligé de s'orienter vers un projet moins personnel. Et dire que ce film est moins personnel me paraît assez paradoxal dans le sens où la réalisation, elle, paraît extrêmement personnelle. Et c'est surtout à partir de ce film qu'Aronofsky concrétisera les essais intimistes ou extimistes de ses premiers films. Je m'explique. Depuis le début, Aronofsky se sert énormément du corps de ses personnages pour raconter des choses non dites. Dans ses 3 premiers longs métrages, c'était par petites touches. Comme ici, dans The Fountain, où les plans au macro sur la proximité des personnages servent à nous montrer leur intimité réconfortante. Ou là, dans Requiem for a Dream, où les plans scindés en deux posent le focus sur les sensations indépendantes de chaque personnage, ou même les crises de migraine de Max dans Pi, qui sont appuyées par un sound design assourdissant et oppressant. The Wrestler est une synthèse de toutes ces petites touches mais sans les artifices, et c'est dû à sa réalisation qu'on pourrait presque apparenter à un mockumentary. Oui! Et d'ailleurs j'adorerais faire un épisode sur Opération Lune de William Carell. Mais bon, le DVD il coûte entre 60 et 180 € selon les éditions, alors...
Mais revenons au côté documentaire extimiste de The Wrestler, par exemple ce long suivi de Mickey Rourke dans les coulisses du supermarché où il est obligé de travailler à un moment, avec sa respiration difficile, bien appuyée au sound design, le pas lourd jusqu'à finalement s'imaginer une entrée en scène comme à la belle époque. Je sais que je me répète, mais ça se voit qu'il est heureux d'être là. Merci. Et j'avais beau avoir une appréhension avant de le voir, je me suis vite rendu compte que le contexte du catch de seconde zone n'avait finalement que peu d'importance. Il s'agit plus d'une histoire à taille humaine, à l'échelle de l'individu. La réalisation est franchement très intrusive, comme si l'on rentrait d'un coup dans un quotidien pas très agréable. Et ça fait un peu penser à Striptease en fait. C'est une super émission si vous connaissez pas, bien qu'elle fasse débat quant à sa notion d'éthique. Mais je digresse encore. Aronofsky qualifiera même ce film de documentaire dynamique, dans le sens où comme il savait à peu près où allaient aller les acteurs, il pouvait prévoir la dynamique des plans. Par ailleurs, une bonne partie du film, même si elle existait écrite en scénario, a été plus ou moins improvisée, comme en témoignent les dires de Evan Rachel Wood. The first scene I did, it was a really intense scene, you know, it's when Mickey comes to my house and Darren came up to me and said, you know, we're not even going to, you're not going to say hi to Mickey, we're not going to rehearse, just walk out the door, we're going to shoot it. I like working like that. You know, things happen by mistake and they end up being incredible and just great little jewels that you capture on film. I have to talk to you. I can't talk right now. I really need to talk to you. I gotta go to school. You going to school? Well, that's great. Darren pushes you in the right way and I appreciate when directors, you know, push me to my limit. Why do I do this to you? Why do I always do this to you? Tiens, avant de commencer à raconter le film, j'ai trouvé assez rigolo de voir, en recevant mon DVD début 2018, que j'avais le droit à une copie numérique du film, c'est chouette. Valable jusqu'en 2010. Mais rentrons dans le cœur du film, qu'est-ce que c'est quoi qui se passe dedans ? On se retrouve plongé dans le quotidien de Randy Le Bélier, catcheur has-been dont la gloire est passée depuis une vingtaine d'années, à qui sa fille ne parle plus et qui vit dans une caravane miteuse. Et le soir d'une représentation un petit peu hardcore quand même, il faut bien le dire... Are you cool with the staples? Staple gun. Take it easy with that staple. No problem, sir. Alors je me pose un petit instant pour vous laisser écouter la doublure de Mickey Rourke qui a des choses très intéressantes à nous apprendre. Never gone through glass before. Tables, all the barricades. Never glass. It's not sugar glass. Right, it's real glass. So these squibs have to trigger the break. 1, 2, 3, go! Maintenant je vous laisse à la réflexion sur le fait que la majorité du sang qu'on voit dans le film, c'est du vrai en fait. Well, let me tell you, a long time ago, I learned to make pain my friend. Voilà, la pause est finie. Maintenant on peut revenir à The Wrestler. Et cette soirée aura sûrement un peu trop éprouvé son corps puisqu'il fera une crise cardiaque qui le forcera à remettre en perspective tout son mode de vie. Il essayera de revoir sa fille et... Hashtag. Bref, travail qu'il a l'air d'apprécier d'ailleurs. Et un truc marrant, cette scène a été tournée dans un vrai supermarché resté ouvert. Certains clients sont d'ailleurs de vrais clients et la scène a été pas mal improvisée. On assistera aussi à ces déboires sentimentalo-sexuels avec une stripteaseuse incarnée merveilleusement bien par Marissa Tomei. Mais ça suffit, oui. Et Marissa Tomei qui l'aidera à choisir un petit quelque chose à offrir à sa fille pour se rabibocher. Oui, rabibocher, laisse-moi raconter! Mugen no chikara no suripa! Et le personnage est vraiment très attachant, surtout quand il invite Marissa Tomei à boire une bière pour le rendez-vous le plus cheesy du monde. One beer. Okay, I'll dance for you then. Okay, here we go. Oh, it's a lap dance I'm getting. Ça fait sourire nerveusement à cause de la gêne, voyez. Bon, il est un peu gauche, mais c'est un bon gars qui a pas forcément pris les bonnes décisions. Surtout à la fin, quand se faire rejeter par Marissa Tomei le dégoûte un tout petit peu. Et qu'il part se faire une petite fiesta perso, ce qui fait qu'il va louper son rendez-vous avec sa fille, qui va le haïr pour ça. I know you hate me. Ce qui le pousse à faire le dernier match de catch qu'on lui a proposé.
ce qui va inévitablement entraîner une nouvelle crise cardiaque. Et en cherchant des yeux une dernière fois Marissa Tomei, il ira jusqu'au bout du coup qui l'a rendu célèbre. Il disparaît du cadre et de la vie. Probablement. Ouais, c'est un film qui a fait mal à mon petit cœur fragile. C'est dur aussi de pas être empathique avec ce gros nounours, la vache. Il nous a pas volé ses récompenses. Non. Franchement, si The Fountain avait été réalisé comme ça, en ayant le focus sur l'obsession de Hugh Jackman et en évitant de se perdre dans ce futur et se passer à la con, ça aurait été génial. Et parce que ça m'énerve. J'ai envie de voir The Fountain réalisé comme The Wrestler. Oui, j'ai des fantasmes de films qui n'existent pas, ça va. J'aime beaucoup ce film, beaucoup. Et c'est pour ces petites choses comme arriver à rendre une scène de catch fascinante par le fait qu'on nous montre les combattants s'entendre avant sur leurs prestations. Don't work his leg, man. Everybody does that. Work his neck. Work his neck. We're working the leg. You're working the neck. Everybody got the leg. All right. De les voir prendre soin l'un de l'autre sur le ring, en se demandant s'ils veulent continuer à assurer le spectacle ou non. You okay, Ram? Voir cette franche camaraderie virile dans les vestiaires, c'est cool. D'ailleurs, ça me rappelle un peu mes études de théâtre à Paris. Comme tous les bons auteurs, Aronofsky aime beaucoup faire souffrir ses personnages, et ça va se confirmer dans Black Swan et surtout dans Mother. Vous allez voir. Bref, c'est un beau drame, bien exécuté, bien joué. C'est vraiment à voir, regardez-le, je vois pas vraiment quoi dire de plus. Ah si, à un moment, ça devait être Nicolas Cage, le personnage principal. Non, ça aurait pas été pareil, non. Et j'enchaîne en toute logique avec Black Swan, sorti en février 2011. Énorme carton pour Aronofsky, des récompenses en veux-tu en voilà, et pour une mise de seulement 13 millions de dollars, il en a rapporté près de 329 millions. Tu m'étonnes. Dans Black Swan, ça part encore plus loin que The Wrestler dans sa réalisation, en nous enfonçant dans un contexte qui, en opposition à The Wrestler, n'est pas du tout d'une franche camaraderie dans les vestiaires. D'ailleurs, ça me rappelle un peu mes études de théâtre à Paris. Mais bref, le film nous plonge aux côtés de Nina, un sujet délirant, schizophrénique et probablement anorexique. C'est une grosse part. Mais enfin, il faut fêter ça, exceptionnellement. Ça passera pas, j'ai encore l'estomac noué. Ça fait beaucoup, ou comment Nathalie Portman a une perception biaisée de son corps et de son environnement, ce qui est souligné par le fait que 80% des plans contiennent des miroirs. Miroirs, réflexions, images de soi, tout ça. Ce qui est plutôt couillu comme choix de réalisation, ça a pas dû être évident. Bah ouais, les miroirs ça reflète les caméras, les techniciens, les lumières... tout en fait. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on efface et remplace facile. Et on peut le dire, visuellement, ce film est une sacrée tartine dans la tronche. Tous les effets numériques sur les miroirs et de déformation de la réalité sont franchement bien pensés. Pas super complexes, mais franchement bien pensés et extrêmement bien exécutés. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu une polémique post-Oscar pour Nathalie Portman, où sa doublure a soutenu qu'elle avait fait 95% des pas de danse du film. Et pourtant, la prod a fait toute sa promo sur les soi-disant talents naturels de Nathalie Portman pour la danse. Et surtout qu'apparemment, les producteurs auraient appelé la doubleuse pour qu'elle se la ferme jusqu'aux Oscars. On ne saura jamais. Bien qu'il paraisse hautement improbable que Nathalie Portman ait atteint ce niveau de danse classique en quelques mois seulement. Bon, elle joue très bien dans le film, hein, c'est pas ce que je dis, c'est pas le problème. Je dis juste que si c'est pas elle qui danse dans le film, eh bah tu fais pas ta promo sur le fait que ce soit elle qui danse. Mais n'oublions jamais que Hollywood n'est qu'un magnifique ramassis de FDP de classe internationale. Business is business. Enfin bon. Avec Black Swan, on est clairement dans la continuité du parti pris dans The Wrestler. On part encore plus profond en nous imposant, à nous, spectateurs, de subir la vision de la réalité complètement tordue de Nathalie Portman. Et je vous montre que les passages où elle voit des tableaux bouger, parce que les passages où elle s'arrache la peau, ils sont... Ouais, ils sont... Et tant qu'on parle de s'arracher la peau, le film a un rapport tout à fait singulier au corps et à la douleur. Que ce soit la blessure au pied, ou même le cassage de main de Maman Portman. Ouais, même avec un bruitage, ça fait mal. La vraie force de ce film est d'arriver à exprimer la subjectivité de son sujet, que ce soit par les choix de cadre ou de focale, tout fait sens en fonction de la perception du personnage, ce qui renforce l'empathie et permet d'avoir conscience pour le spectateur du ressenti de ce même personnage. C'est comme une mise en exergue de l'intimité profonde du personnage, et donc effectivement on peut parler d'extimité. Mais bon, celui-ci, qu'est-ce que c'est quoi qui se passe à l'intérieur ? C'est donc l'histoire de Schizo Girl, jeune fille vivant chez maman dans une chambre de petite fille. Elle est donc danseuse de ballet et va se faire repérer par un Vincent Cassel sauvage qui passait par là. Et attends, qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh, c'est bizarre le monde du ballet quand même, hein. Enfin bref, il en fait donc la star de son adaptation du Lac des Cygnes, où elle incarnera à la fois le cygne blanc et le cygne noir. Et tout ça va nous permettre de nous rendre compte qu'elle a un tout
petit peu de mal à gérer son stress quand même. Ouais. Et ce qui est assez intéressant dans tout ce bordel, c'est surtout les relations étranges qu'entretient Schizo Girl avec son entourage. Que ce soit avec Mila Kunis, qu'elle admire et déteste en même temps, ou alors les relations avec sa mère. C'est un sous-entendu, mais elle pousse sa fille à réussir tout en sachant qu'elle a d'énormes problèmes psychologiques. Elle l'aime de tout son cœur, mais est jalouse en même temps. On sent bien qu'elle lui en veut d'exister et du coup qu'elle culpabilise, et qu'elle la couve jusqu'à étouffement. Je suis tellement fière de toi. Il a l'air trop beau. Jusqu'à ce qu'elle pète complètement un boulon le soir de la première et se poignarde toute seule avant la scène finale. Et puis, dans un grand final, elle meurt. Enfin, je crois. Un fondu au blanc, c'est jamais bon signe pour un personnage blessé. Et comme pour The Wrestler, ça raconte surtout la tranche de vie d'un individu. On nous plonge dans son corps, sa tête et dans ses choix. Et un truc que j'ai trouvé vraiment balèze dans ce film, c'est cette énorme scène de danse, où à aucun moment la danse n'est filmée. Et c'est tellement prononcé que la danse en devient disgracieuse et que la chorégraphie a été transposée dans le mouvement de la caméra autour de l'actrice. Et franchement, faire un film dans le monde du ballet sans nous filmer de danse, c'est balèze. Et bah j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos sur le film, c'est assez verrouillé. Sûrement un reliquat de l'époque de la promo pour les Oscars. On nous donne que du bon consensuel qui tâche pas. Et quand je lis ça... La jeune femme de 29 ans s'est entraînée près de 8 heures par jour, un rythme de travail qui a fini par user la ravissante et fragile actrice israélo-américaine. Je me suis blessée à une côte, je me suis déplacé une côte qui est passée en dessous d'une autre. Ouais, entraîner 8 heures par jour. Et tu tournais quand, ma chérie? Oh, ça sent la promo états-unienne, ça. Et attendez le foutage de gueule ultime, figurez-vous que la production du film n'avait pas suffisamment de moyens pour financer un médecin. Le film n'avait pas assez d'argent pour s'offrir un médecin. 13 millions de $! Eh, pas classe, va régler tes comptes ailleurs que dans la presse, petite connasse. Enfin bon, vous l'aurez compris, ces deux films sont des sortes de fictions documentaires fantasmagoriques, des indispensables si l'on aime plonger dans autrui. Des films très personnels, tous les deux autour des mêmes axiomes de réalisation tout en étant très différents dans leur narration. Dans le sens où Randy, lui, subit son corps alors que Nina se bat contre lui. Et c'est ce côté documentaire la grande force de ces deux films. Ça paraît con à dire, mais le fait qu'on soit au plus près du personnage principal tout le temps, ça renforce énormément l'immersion et donc l'empathie qu'on peut avoir pour ce bourrin au grand cœur qui veut juste que la vie aille un peu mieux, ou pour cette midinette schizophrène qui est prête à tout pour atteindre la perfection qu'elle recherche. Regardez ces films. Voilà! J'ai chaud, Mireille! C'est la fin de cette deuxième partie, je vous remercie de l'avoir regardé en entier et surtout, on se voit bientôt. Des bisous. Eh oui, des bisous.